Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Eh oui! Bienvenue au Grand Café. Ce café-là, j'ai une certitude. Il sera bon, il sera chaud, il sera brûlant. Mesdames et messieurs, appelons mon équipe au grand complet. Voici Hervé David en là, pour commencer. Eh oui, un Hervé en là en pleine forme aujourd'hui et je vous dirai pourquoi. Voici Salif Ackerman. Et lui aussi très en forme. Et surtout bien habillé. Voici Imhotep Bayala. On va appeler les dames maintenant de cette maison. Voici Agneko. Et ça dépend de ses humeurs. Elle peut être douce, elle peut être câline, elle peut être percutante. Et des fois même, elle peut être agaçante. Voici Clémentine Midiou. Et voici une qui fait ses classes au Grand Café en tant que chroniqueuse. Je crois que ça sera pour la deuxième fois. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Voici Aude Cabré. Eh oui, tous installés. Mesdames et messieurs, voici Patrick Gagnon. Ouais. Ah oui. Ah oui. L'invité qui annonce déjà ses couleurs, mais pour tout dire, tout commence par un Nescafé. Cher ami, à ta santé et bienvenue au Grand Café. Merci beaucoup. Alors, bon, c'est un invité qui vient avec des gants pour la première fois. Ça ne s'est jamais vu.
Donc il sait où il met les pieds, ça au moins nous sommes rassurés. Il n'y a pas de coup au bas de la ceinture, on va respecter les règles. Et les règles sont les règles, c'est des questions, c'est des réponses. Mais avant, allons quand même savoir ce qui s'est passé sur la toile. Et comme mes chroniqueurs ont l'habitude de le faire maintenant toutes les semaines, c'est de voir qu'est-ce qui nous a marqué sur la toile. On va commencer avec Salif Akerman. Lui a presque une maison là-bas. Ouais, parce qu'il y habite et ça fait partie de son jeu favori. Allez voir ce qu'on dit, analyse, commente et lui aussi émet ses opinions et c'est ce qui est joli sur la toile. Mais attention, il ne faut pas tout prendre. Il faut sélectionner, il faut être sélect et c'est ce que Salif a fait. Salif, bienvenue au Grand Café. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a intéressé sur la toile? Merci, commandant. Ben, ce serait difficile de passer à côté de cette actualité-là, l'actualité qui a mis le feu aux réseaux sociaux, je vais dire toute la semaine passée, dont l'apothéose a été le samedi 15 mai. 15 mai. Avec le fameux, pour ne pas dire l'historique concert de Gandaogo, oui. Super Hamzy, qui pour la première fois, pour un artiste local, a pris d'assaut le Palais des Sports de Ouaga 2000. Ouais. C'est pas moins de 5000 places. Ouais. C'est peut-être 3 ou 4 fois la Maison du Peuple. Ouais. En termes de proportion, c'est pour que chacun puisse voir à quoi ça pourrait ressembler. Ça pourrait ressembler. Et il n'y a pas eu que Hamzy. Ouais. Hamzy a été vraiment celui qui a explosé. Ouais. Mais à côté, cette date est une date particulière parce que contrairement à ce que les gens pensent, quand il y a un spectacle, il faut que d'autres repoussent leur date pour que tout le monde puisse avoir un peu. Ouais. Ce jour-là, il y a eu X spectacles dans la ville. Ouais. Il y a eu Super Hamzy, il y a eu la célébration des 20 ans de Maï Lengani, il y a eu Soum le sapeur qui vendait de l'humour, il y a eu à Bobo Fighty Baby qui a fait le plein du stade Obi à Bobo. Ça aussi, c'est un concert historique. C'est un exploit. C'est un exploit. Ouais. Ensuite, il y a eu Nation Children Voice qui a fait le plein aussi pour les enfants. Tout ça à la même date. À la même date. C'est vraiment quelque chose de très particulier qui démontre la vivacité de ce monde culturel-là, mais aussi de l'adhésion du public pour les artistes qui leur donnent du plaisir. Qui leur donnent du plaisir. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi, Hervé Hollande, je m'adresse à Hervé, de dire que peu importe qu'il y ait plusieurs spectacles en même temps, pourvu que ce soit des spectacles de qualité, avec une bonne communication. Oui, des spectacles de qualité. Et moi, je salue beaucoup plus la cohésion culturelle que nous avons tous eue. Oui. Parce qu'on a toujours tendance à dire que les acteurs culturels ne sont pas organisés. Oui. Et les partenaires ne nous accompagnent presque jamais. On est toujours en train de se tirailler sur la toile en pensant qu'effectivement, c'est un métier désuet. Oui. Moi, je pense que c'est quand même un message qu'on vient de lancer à l'endroit de l'ensemble des partenaires et des sponsors pour montrer que justement c'est une industrie culturelle, c'est une industrie musicale, c'est une industrie théâtrale, c'est une industrie culturelle. Donc je pense que de plus en plus, s'il y a des éléments de ce genre, même l'État va essayer un temps soit peu de voir que nos artistes sont véritablement des véritables entreprises. Oui, et ils drainent du monde. Et ils drainent du monde. Midi ou Clémentine, votre choix, ça a été lequel, ce 15-là? Ce 15-là, j'ai été au concert de Hamzy, qui s'est d'ailleurs très bien passé. C'était vraiment spectaculaire. Je pense qu'il fallait y être pour comprendre à quel point cet artiste-là est aimé de la population. En tout cas, nous avons dansé. Moi, j'ai bien dansé comme Zota. Hein. Ouais. Je me suis fait plaisir. Le public a presque chanté pour l'artiste. Oui. Ouais, pratiquement toutes ces chansons ont été reprises par le public. Et je pense que ça a félicité vraiment. Aude était où? J'étais au concert de Hamzy. Oui. C'était un spectacle. Ouais. Voilà, c'était le mot. Parce que c'était la première fois qu'un concert plein n'était fait que par des artistes nationaux. Ouais. Et je pense que c'est surtout ça le message que beaucoup ont retenu. Et Hamzy, c'était une star. Les gens se déchiraient sa tenue quand il l'a balancé dans le public. Ouais. C'était vraiment, c'était waouh. Et Imhotep était où? Oui, je ne pouvais pas manquer au rendez-vous du Palais Omnisport de Ouaga 2000. Ouais. Et donc, moi, je ne suis pas trop concert, mais là, j'ai senti que la nation nous convoquait tous. Et il fallait aller pour soutenir un artiste ambitieux qui veut hisser très haut le drapeau national et qui veut montrer que finalement, que quand on veut, on peut, surtout quand on met les moyens.
Salif Akeman, c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance dans cette salle du Palais des Sports, mais pour les professionnels, ça pose quand même un problème de commodité en termes d'acoustique, donc ça pose le problème aussi des salles et de la disponibilité des salles dans notre pays. Absolument, commandant, parce que c'est une date et une actualité qui nous permet de rebondir sur cette question de salle. Parce que quoi qu'on dise, la salle de référence qui était la maison du peuple, aujourd'hui est désuète. Je dirais même que c'est une salle dangereuse quand elle est pleine, parce que les gens disent que ça vibre. Après, les gens se sont rabattus sur le Sénazar, qui n'est fait que 600 places. Difficile de rentabiliser un spectacle dans une salle de 600 places. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une salle adaptée? On se rabat sur une salle qu'on va essayer de rafistoler pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce qui se passe avec la salle des sports de Ouagadougou. C'est bien dit, salle des sports. C'est une salle faite pour les sports de main. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'autre choix que de on va dire quoi? Faire de la sorcellerie dans une salle qui n'est pas faite pour... qui n'est pas faite pour... Voilà. Hervé Daboudonla aussi avait posé ce problème aussi plusieurs fois dans... Moi, ne tournons pas autour du pot. Moi, je l'avais dit même ouvertement. Je pense que les artistes eux-mêmes doivent se concerter. Il y a beaucoup de grands argentiers dans ce pays qui construisent des immeubles partout. Parfois, ils dépensent des centaines de mille, des millions même hors du Burkina. Je pense que les artistes devaient se retrouver ensemble, aller voir un ou deux ou trois opérateurs, les opérateurs industriels pour leur demander de construire une salle. On sait que l'État ne peut pas. L'État va vous dire qu'ils ont beaucoup de choses à faire à la fois. Mais il y a des argentiers qui peuvent le faire. C'est un business, il faut démontrer que c'est rentable. Voilà. Il peut très bien s'engager et puis après, il récupère son argent plus tard. Ailleurs, les salles coûtent 5 millions de francs à la location. Tout à fait. Et ça pourrait être rentable. Merci les amis. Patrick, notre invité, qu'est-ce que vous avez remarqué sur la toile en termes d'actualité? Bon, puisque j'étais un peu impliqué dans le concert de Hamzi, j'étais un peu submergé, je dirais, dans ça, mais c'est beaucoup, bon, je pense que presque tout le monde était là-bas. C'est le point fort en tout cas. Et puis, de l'actualité. Je remercie tout le monde d'avoir participé d'ailleurs. Et maintenant, Patrick, bienvenue. Merci. On va parler de vous parce que c'est vous qui êtes notre invité d'aujourd'hui. Vous vous appelez Patrick Gagnon. Vous êtes né à Montréal. C'est ça. On est dans le Grand Canada, francophone. C'est ce que vous avez en commun avec nous autres. Quand on parle, on se comprend, mais il faut parler lentement parce que des fois, la langue, elle est un peu chantée avec vous. Mais vous avez fini par prendre l'accent du Burkina et on commence à vous comprendre encore mieux. Alors, bienvenue encore. Vous êtes né précisément le 12 janvier 1981. Vous êtes très jeune et vous vous intéressez au marketing, c'est ce que vous faites à l'école, administration, marketing. Et pourtant, vous avez une passion pour tout ce qui est événementiel, le showbiz. Donc, vous allez même aller à l'école du show business. Vous allez organiser par vous-même des spectacles ça et là. Et à côté, vous allez vous faire une petite manne. C'est comme ça que l'appétit vient en mangeant. Mais en ce qui vous concerne, votre père et vous, on ne peut pas dire que c'était le grand amour parce que vous ne l'avez presque pas connu. Ce n'était pas une famille unie vraiment parce que vous êtes l'unique fils et votre mère sera un peu coupée de votre père parce que lui avait une toute autre vie qui vous mettait un peu à distance. L'histoire ne sera pas radieuse puisqu'après vous allez perdre votre père qui lui va mourir d'un cancer et votre maman, elle est décédée il n'y a pas longtemps de cela. Et vous êtes un Patrick Gagnon qui va chercher son pain quotidien au forceps et parce que vous n'avez pas d'autre choix que de vous battre comme un lion. Et c'est dans cette ambiance-là qu'il y a une autorité du Burkina Faso qui prend langue avec vous à l'occasion de la Semaine nationale de l'art culinaire au Burkina Faso. La première édition aura lieu au CIAO. Et on vous demande de venir prêter vos services. C'était quoi exactement? Bon, moi, j'étais promoteur des fêtes gourmandes de Montréal qui ont débuté au début des années 90. Et puis, en 2007, j'avais racheté l'événement. Donc, on a fait la première édition sous mon aile en 2008. Et puis, on s'est retrouvé en 2010-2011, justement,
l'ancienne ministre de la Promotion de la Femme m'avait contacté au travers d'un organisme qui vient en aide, un organisme canadien qui vient en aide aux entreprises ici au Burkina. D'accord. Donc, pour lancer cet événement-là, elle avait participé, puisqu'elle avait fait ses études au Canada, si je ne me trompe pas, elle avait participé à cet événement-là, elle voulait recréer un peu la même chose ici. Une sorte de réplique ici au Burkina. Exactement, tout à fait. D'accord. Donc, bon, moi, j'ai trouvé ça... au début, j'y croyais pas trop, j'étais un peu sceptique. Sceptique, oui. Si on peut dire ça comme ça. J'avais jamais mis les pieds au Burkina, j'avais jamais mis les pieds en Afrique. Oui. Mais bon, j'ai dit, regarde, pourquoi pas. Et puis, je suis débarqué un samedi soir à 3h du matin avec Royal Air Maroc. Et puis, c'est commencé comme ça. Et ça a commencé comme ça, les choses se sont passées dans de très bonnes conditions. Oui, oui, tout à fait. Ouais. J'étais bien accueilli. Et puis, c'est ce que je dis souvent aux gens quand ils veulent venir au Burkina, initialement, c'est quand on est bien accueilli, on a toujours envie de vouloir rester ici. D'accord. Et ça, c'est 2011. 2011, on place le curseur là-bas, vous partez chez vous et vous revenez une seconde fois. Tout à fait. Pour la deuxième édition. Exactement. Et là, les choses se passent encore très bien. On commence à avoir grande confiance en vous. Et vous aussi, vous commencez à connaître le pays, à vous sentir mieux ici. Tout à fait, tout à fait. Bon, je pense que c'est au fur et à mesure, comme vous dites, là, je pense qu'on prend confiance. Et puis, j'avais envie un peu j'étais un peu fatigué du show business. Au Canada, j'avais eu des hauts et des bas, et puis j'avais envie de quelque chose de nouveau. Et puis, bon, en tout cas, ma nouveauté était ici. D'accord. Et voici comment l'histoire va s'écrire plus tard, parce qu'après, Patrick Gagnon, l'homme du show business, va se retrouver dans le trafic d'or. On peut dire ça comme ça. Racontez-nous cette histoire qui va vous amener jusqu'à la maison de correction de Ouagadougou, la Mako. Bon, on a commencé... en fait, moi, initialement, j'ai commencé en rencontrant quelqu'un à l'hôtel. Bizarrement, j'ai aidé une dame qui parlait pas anglais, qui parlait pas français. Il était pris dans une escroquerie de l'or. Et puis, il avait besoin d'aide et tout. Donc, moi, j'ai progressé avec eux pour essayer de leur trouver des solutions. Et puis, finalement, il n'y avait pas de solution. Donc, ils sont rentrés dans leur Brésil natal et puis ils m'ont demandé de progresser dans ce business-là pour eux. Donc, bon, moi, j'ai avancé, j'ai fait un peu de contact localement pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible de pouvoir faire pour que ça puisse bien fonctionner. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai rencontré telle personne, j'ai rencontré tous les escrocs de Ouaga qui sont venus me proposer toutes les choses possibles et impossibles. Et puis, bon, tu mets le faux et le vrai, chacun de chaque côté. Et puis, j'ai créé mon entreprise qui s'appelait Sofior en son temps. 1 employé, 5 employés, 50 employés. On a fini avec 300 employés. Oui. On faisait le commerce de l'or, l'achat et la revente de l'or. On était en train de faire 2 petites mines aussi semi-industrielles. Et puis, bon, un de ces jours, quand j'étais un peu à mes débuts dans le 0,04 mois, puisque j'exportais régulièrement de l'or à l'international, bon, je dis toujours la même chose, sans rentrer dans les détails, mais on m'a proposé des deals, on peut dire ça, que j'ai finalement accepté. Et puis, on a vogué sur ces deals-là pendant quand même un certain moment, jusqu'à temps que ça s'arrête. Jusqu'à temps que ça s'arrête. Alors, je voudrais rappeler à M. Patrick Gagnon qui est venu ici avec ses gants, que nous sommes au café, et c'est vraiment un espace où on discute, il y a des détails, et c'est pour ces détails que nous avons appelé ici quand même. C'est quoi votre rôle dans ce deal-là exactement? Mon rôle? Oui, qu'est-ce que vous faites? On vous sollicite pourquoi dans ce trafic d'or? Qu'est-ce que je faisais plutôt? Bon, en fait, moi, j'exportais de l'or en suivant toutes les règles possibles initialement. Mais bon, les lois ont changé. Vous exploitez l'or légalement? Non, en fait, je fais le commerce. Donc, j'achète. Vous achetez légalement? Les orpailleurs sont sur les sites artisanaux. Et vous achetez ils légalement? nous revendent le gramme, par exemple, à 20 000 ou à 25 000 en son temps. Et vous achetez? Moi, j'achète mon gramme à 25 000, je rassemble mes grammes ensemble, et puis j'exporte ça à l'international. Et vous exportez. C'est là où il y a le problème? C'est là qu'il y a dans la façon d'exporter? C'est la façon d'exporter, exactement. D'accord, dites-nous tout alors. Bon, initialement, on exportait correctement. J'étais toujours en train de perdre de l'argent. D'accord. Initialement. Les taxes avant au Burkina étaient très, très, très élevées. Et puis, tout le monde faisait la contrebande. Et moi, initialement, je ne savais pas. Jusqu'à un moment que je me suis fait proposer
justement de payer moins de taxes, si on peut dire comme ça, et puis de faire une exportation frauduleuse que j'ai décidé d'accepter. Et puis, bon, on peut dire que ça a fonctionné, et puis on a continué dans ce sens-là, ce qui fait qu'on payait une partie des taxes, puis une partie des taxes qu'on ne payait pas. D'accord. Donc c'est le côté illégal de vos pratiques. Illégal, c'est ça. Donc vous exploitez l'or, vous payez l'or, et le temps de transférer ça ailleurs, d'exporter, vous devez payer une taxe, et vous avez commencé à ne plus payer les taxes normalement. C'était ça votre deal. C'est ça, exactement. Et puis le pouvoir de Blaise Compaoré va basculer. Nous sommes en 2014. C'est ça. Voilà, 2014. Et vous vous dites, je continue ou j'arrête? Et il y a un petit côté dans votre tête qui vous dit, bon, on peut continuer. Et vous continuez jusqu'au jour où vous êtes pris la main dans le sac. Vous êtes pris exactement quand? C'est le 23 novembre, donc 3-4 semaines après que Blaise est parti. Bon, quand j'ai décidé de continuer ou d'arrêter, tu as beaucoup d'employés, tu as beaucoup de gens qui sont là. Tu as tes partenaires financiers parce qu'on transigeait quand même des milliards par semaine. Et puis, bon, j'ai décidé de continuer et puis c'était ma première erreur. C'était ma deuxième erreur. Ma première erreur était d'embarquer dans le deal. Et la deuxième erreur était de continuer le deal après continuer le deal. Et là, vous êtes à la Mako. C'est ça. Et vous retrouvez un de mes meilleurs amis là-bas qui s'appelle Hervé David Onla. Et c'est là-bas que vous faites connaissance pour la première fois. Exactement. On va saluer cette amitié quand même qui commence à la Mako. Bon, donc voici deux célébrités qui se rencontrent. Le premier est dans l'or et le deuxième est dans la culture. Il m'a appris au jeu d'échecs même. Vous avez appris au jeu aux échecs? À jouer aux échecs. J'ai appris à tout le monde à jouer aux échecs là, parce que bon, il faut passer le temps aussi. Donc, vous avez été utile à la prison quand même. Très, très utile. Mais il servait tout le monde. Il venait, c'était le plus grand argentier dans la prison. Il nous servait à manger, à boire. Un milliardaire à la prison. Un milliardaire en prison, ça fait toujours du bien. Ce n'est jamais mauvais. Alors, donc ce Patrick Gagnon-là va faire 1, 2 jusqu'à 7 mois. C'est pénible, hein? Oui, mais... Il n'y a pas de climatiseur, il y a... Bon, le climatiseur, c'est pas trop grave. Moi, honnêtement, je trouve que les conditions étaient acceptables dans l'environnement où on était. Vous étiez environ combien de détenus? Il y avait 4, peut-être 60, 70 dans une petite zone. Mais on était 4, il y avait 4 magasins, si on peut dire ça comme ça. Ah, d'accord. On était comme les VIP. Ah, d'accord. Et moi, à cette époque-là, quand je leur avais dit que c'est quand ils m'ont rencontré, j'ai dit non, je suis là juste parce que j'ai des points avec mon bailleur. Personne ne m'a cru. Je pensais qu'on m'a mis là-bas à la prison pour chercher justement à enquêter. En fait, tu étais un infiltré. Tout le monde ne croyait pas. Et après, il fallait que je tourne, je cherche pour voir qui on s'est rencontrés. Personne ne pouvait imaginer que je pourrais être là-bas. Et puis on m'a mis dans la cellule des big boss. D'accord. Comme quoi, même un journaliste en prison, il fait toujours son métier. Alors, c'est 7 mois pour vous. Et Hervé, combien de mois pour vous? Hervé, combien de mois pour vous? 6 mois. Donc, Hervé sort un peu plus tôt. Moi, je suis sorti un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Je suis sorti, après je suis revenu. Ah, t'es revenu? Je suis sorti. On m'a dit non, quand j'ai fait 3 mois, on m'a appelé partout, mais il faut le faire sortir, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc je suis sorti, après 1 mois, on m'a dit non, tu as 6 mois, on va te donner tes 6 mois. Et puis on m'a ramené, moi aussi, je me suis démarré ma moto, je suis rentré moi-même à la porte. D'accord. Et Patrick va sortir, mais dans quelles conditions Patrick va sortir de prison? Tout à fait. Quel a été le deal? Bon, en fait, moi, je voulais... on était 3 personnes, premièrement. Je n'étais pas seul. Donc, quand la situation s'est passée, il y avait 2 Européens, un Italien et un Belge qui venaient chercher l'or à l'aéroport. D'accord. Donc, une semaine, on avait des Burkinabés qui voyageaient. Une autre semaine, on avait des Européens. Et puis, c'est eux qui se sont fait arrêter initialement. Et puis, moi, j'ai été bon, on pourrait dire les aider, mais bon, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation-là. Et puis, donc, eux sont sortis avant moi. Eux sont sortis. Le premier
a eu 2 ans avec sursis. Donc, après 1 mois et demi, comme ça, lui est sorti avec son sursis. Il est rentré en Italie. L'autre a eu 2 ans ferme, tout comme moi, d'ailleurs. Et puis, lui fait appel. Et puis, il est sorti peut-être 3 mois après. 3 mois après. Tu l'as connu, hein, je pense, lui? Ouais. D'accord, je me souviens même plus de son nom. nom. Et Patrick? Mais bon, ceci dit, c'est ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai fait 7 mois parce que, bon, ça prenait aussi un bouc émissaire dans cette histoire-là, je crois. Et puis, les conditions étaient assez simples parce que le code de la douane prévoit qu'on peut faire une transaction lorsqu'il y a une faute douanière. Que ce soit le riz, que ce soit l'or, que ce soit n'importe quelle chose. Mais le problème avec moi, c'est qu'initialement, quand la situation s'est passée, cette entente-là avait été proposée initialement. Mais si on se remet en circonstance vers le fin novembre, début décembre, il n'y avait pas de gouvernement encore. Et puis le slogan était « Plus rien sera comme avant » et tout. Donc, il n'y a même pas de proposition qui m'a été faite. Et puis, on m'a envoyé là-bas carrément. Donc, de la façon dont je suis sorti de la façon que j'aurais dû pas rentrer, en faisant une entente douanière et qui est de payer un montant qui était... bon, moi, j'ai remis l'or, en fait, au complet, qui valait 1,5 milliard. Donc, on a payé 1,5 milliard. Donc, j'ai remis ça. Et puis, j'ai ajouté 100 millions avec mon reçu de la douane et tout que j'ai payé. Donc, 1,6 milliard que j'ai payé. Ça, c'était feu milliardaire. D'accord. Et voici comment vous sortez de prison. Oui. Et quand on sort dans ces conditions, on se dit, soit on prend ses valises, on rentre au pays, ou on essaie de voir qu'est-ce qui peut se passer à l'horizon. Et c'est le choix que vous avez fait. Bon, en fait, je suis rentré au pays quand même, mais c'était plus pour aller montrer à ma famille que j'avais toujours mes 2 jambes et puis mes 2 bras parce que la situation était beaucoup médiatisée. Quand même au Burkina, en Italie, en Belgique, en France, puis au Canada, j'ai fait la première page de tous les journaux au Canada. Donc pour eux, bon, c'était... je pense que c'est plus difficile, bon Hervé, pour pouvoir le dire, c'est plus difficile pour ta famille que pour toi-même. Parce que toi, tu sais comment que tu vis, tu sais comment ça se passe, mais quand tu es à l'extérieur, les gens se font plein d'histoires. Donc j'ai été un peu les rassurer. J'ai perdu au moins 35 kilos, 30-35 kilos. Et puis bon, je suis revenu. Pour moi, en fait, mon histoire n'était pas terminée. D'accord. Donc, je suis là pour continuer mon histoire. Et puis voilà. Et puis tu as continué à faire tes affaires, toujours dans l'or. En fait, nous, on avait des bureaux en Côte d'Ivoire, puis on avait des bureaux au Burkina. Donc, puisqu'au Burkina, bon, les choses étaient... c'était pas possible, en fait, de travailler légalement. Impossible. Tout le monde qui travaille dans l'or, qui font de l'exportation, le font illégalement. Donc, le faisait illégalement. Donc, moi, j'étais en Côte d'Ivoire où, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune taxe d'exportation. Donc, c'est 0 taxe. Au Burkina, c'était un peu plus de 500 000 par kilo. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, c'était 0. Donc, on a créé un comptoir en Côte d'Ivoire. On a repris le travail Bilfou là-bas. Bilfou. Et Patrick Gagnon, qu'on voit maintenant un peu sur les médias, c'est plus l'homme du show business que le grand public découvre. Et c'est ceux qui savent chercher, qui comprennent bien que tu étais dans une toute autre activité, tu reviens à tes anciens amours, donc le show business, tout ce qui est événementiel. C'est de tout ça qu'on va parler ici avec mes chroniqueurs. C'était juste pour donner une idée à tous ceux qui regardent et qui t'écoutent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, sur les médias. On a fini même par t'appeler le beau national. C'est ça. Parce que tu as pris femme au Burkina. Et tu es père de combien d'enfants? 4. 4 enfants. 4 enfants, oui. C'est là que je sors les gants ou je peux toujours les rester? Avec ou sans gants, ça va le faire. Première question, ça vient toujours de ma gauche. Et c'est Midiou Clémentine qui va la poser. D'accord. Ce 15 mai, nous avons tous assisté au succès du concert du Super Amzi. Et juste après le concert, on remarque que votre communication tourne beaucoup plus autour de ce concert-là. Vous dites, pour comprendre les stratégies du succès du Super Amzi, rendez-vous à la conférence. Tout à fait. Pourtant, à ce qu'on sache, la réussite vraiment de ce concert a été vraiment une affaire nationale. Le fait de vous approprier ce mérite-là, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Non, je ne m'approprie pas le mérite du tout. Je faisais partie de l'équipe seulement.
Ah oui, mais puis, vous appropriez pratiquement ça. Moi, je fais partie de l'équipe. Voilà, vous voulez le vendre, vous vendez cette image-là. Tout à fait. En fait, on a une conférence qui a eu lieu. Oui. Et puis, bon, vous savez, le show business, c'est du business. OK? Puis quand on a commencé à vouloir... quand l'équipe d'Amzi m'a approché, on a mis une stratégie en place pour pouvoir rassembler les membres du show business ensemble, pour pouvoir rassembler le public sous un thème qu'on a mis ensemble et tout. Et puis, peu importe le business que tu vas décider de choisir, tu as besoin d'avoir une stratégie de mise en place et de marketing. Donc, c'est un exemple, en fait, que je donne, parce que c'est à l'heure du moment. C'est marketing aussi, comme stratégie, effectivement. Mais c'est un travail d'équipe. C'est pas grâce à moi. Moi, je fais partie du puzzle de l'équation, mais sans moi, il l'aurait fait quand même. Mais ce serait bien peut-être de le préciser. Que sans moi, il l'aurait fait quand même. Bon, je le dis aujourd'hui. Quel était concrètement votre rôle dans l'organisation du spectacle de Amzi? Est-ce que vous avez participé financièrement? Si oui, à hauteur de combien? Ou bien vous avez contribué uniquement à faire ce que nous tous nous avons fait, et moi également, à balancer? Hervé, toi, t'aimes ça les chiffres. Hein? Oui, on veut savoir parce que... Bon, en fait, moi, mon rôle, j'étais coproducteur. Destiny Prod est le producteur, donc moi, je suis coproducteur. Donc, on a contribué financièrement des deux côtés dans l'équation pour que ça puisse se passer. Le conseil de Amzi, ça a coûté combien? Tout ça, ça peut... Toi qui le concert d'Amzi a fait quoi? C'est un peu moins que 20 millions que le concert a fait. On a gagné très peu, même avec commandant à côté, on parlait de ça avant hier, disant que un concert comme ça, souvent les gens ils disent « Oh, il est rentré beaucoup d'argent, il y a beaucoup de dépenses aussi. » Vous avez mis combien, vous? Moi, en tout, avec l'apport, à peu près, peut-être la moitié. Vous avez mis 10 millions? Bon, j'ai apporté des partenaires dedans aussi et tout, mais en tout, ça fait un peu moins, peut-être 7-8. Vous avez mis 7 millions? Oui, 7-8 millions. Est-ce que c'était pas aussi quelque part avant cela une opération de charme que vous étiez en train de faire? Parce que même avant le concert, même bien avant ça, vous avez annoncé que vous rentrez dans le showbiz. Est-ce que, après avoir sorti de prison, avec tout ce qu'on disait autour de vous, est-ce que le fait d'avoir cet argent et de venir dans le showbiz, c'était pour vous aussi de vous blanchir, entre guillemets, parce que vous vous lancez dans le showbiz, vous voulez un peu appâter l'opinion nationale en vous disant que le blé est dans le showbiz, donc il fait une opération de charme et puis se lance dans un grand concert comme c'est une bonne question, mais c'est plus facile, je pense, que de rester caché dans son coin un peu comme je faisais. Bon, je ne suis pas sorti de prison la semaine dernière, on s'entend, ça fait 7 ans. Je fais ça parce que j'aime ça. Après ça, moi je me dis toujours que les gens peuvent aussi penser qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, c'est l'agent du trafic de l'or que vous avez injecté dans le showbiz. C'est ça la question. C'est ça la question. Pardon? Pourquoi vous ne faisiez pas ça avant? Pourquoi c'est après la prison, justement, que vous faites le beau national, vous utilisez votre argent pour aider les artistes ça fait nationaux? 7 ans que je suis sorti de prison. Ça fait presque 10 ans que je suis au Burkina. Je me suis fait approcher. En fait, Amzi a gagné l'artiste de l'année au 12 spécial. C'est plus là que je me suis rapproché un peu d'eux. Je les ai invités à mon bureau, on a discuté. Et puis, on s'est retrouvés à... Ça m'intéressait. Amzi me dit, moi, j'ai envie de marquer l'histoire. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui m'approchent pour faire des business de ci, de ça. Ça ne m'intéresse jamais. Je fais mes trucs et puis j'avance tranquillement. Et puis, cette histoire de marquer l'histoire, en fait, c'est ce que je faisais avant. C'est ce que je faisais avant. Pendant 10 ans de temps, j'essayais de changer un peu la vie des gens et tout, avec les concepts que je mettais en place et tout. Et puis, j'ai dit, si aujourd'hui, on peut faire ça ensemble, je vais être fier de pouvoir l'avoir fait. Patrick, est-ce que tu as fait ça pour gagner de l'argent? Non, tout simplement pas faire ça pour gagner de l'argent. Pas altruisme. Amzi même ne l'a pas fait pour gagner de l'argent. Il n'y a personne dans l'équipe. Non, je parle de vous, Patrick. Non, moi-même, non. Est-ce que vous en avez gagné ou vous avez perdu? Oui, on a gagné un peu. On a fait les comptes hier. D'accord, ok. Donc, vous allez répondre à Nico. Est-ce que, donc, les bénéfices, vous avez renoncé aux bénéfices alors? Non, je n'ai pas renoncé aux bénéfices. On avait une entente ensemble, on gagne qu'est-ce qu'on a à gagner. D'accord. C'est un business comme un autre business. D'accord, donc c'est un business. Moi, je veux clairement que ce soit dit. Vous avez injecté 7 millions, donc certainement vous avez eu plus de 7 millions comme bénéfice. De bénéfices? Vous avez injecté 7 millions, 8 millions comme vous avez dit. Et le bénéfice, c'était combien? C'était peut-être... On a gagné à peu près 10% de ce que j'ai dit vous. Oui, c'est ça. Vous avez injecté du business. Je veux dire, je. Oui, vous avez gagné plus de 7 millions. À peu près 1 million que j'ai gagné de bénéfices. D'accord. Donc il y a quelque chose quand même à se mettre dans la poche. C'est bien ça. Nico. Moi je pense que ça
Personnellement, c'est la partie, on va dire, visible de l'iceberg que vous nous montrez. Mais en fait, ce que nous, on cherche à comprendre, derrière toute cette organisation, cette médiatisation de votre personne, puisqu'au début, vous avez dit, vous avez été dans le show business, vous avez bifurqué, vous avez été dans l'or, et maintenant, vous vous remettez dans le show business. Quelles sont réellement vos intentions derrière? Mon intention, initialement, c'était vraiment de créer un grand événement. C'est beaucoup avec cet événement-là que je suis devenu un peu plus sur la toile, honnêtement. J'ai décidé de faire une conférence pour les jeunes entrepreneurs parce que ça fait déjà plusieurs années que je fais un séminaire qui s'appelle Africa Gold Insider, qui invite les investisseurs étrangers à venir investir dans le pays. Et puis, je me faisais toujours carrément harceler par la jeunesse de pouvoir, faut faire quelque chose pour nous, accessible à nous, blablabla et tout. Donc, si je veux vendre mes billets aussi, je dois avoir une certaine... je vais dire encore, c'est marketing. Donc, j'ai décidé de mettre ça en place. Et puis, encore là, pour ma conférence, c'est financièrement parlant, c'est l'objectif pour une première édition, c'est de pouvoir faire, en anglais, on dit break-even, c'est de pouvoir faire zéro, de ne pas perdre. Si on gagne, tant mieux. Mais si on fait zéro, on est content. Salif. Bon, moi, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est que vous êtes un homme du showbiz, vous arrivez au Burkina. J'étais un homme du showbiz, oui. Oui, quand vous veniez du Canada, oui, tout à fait. C'était beaucoup plus ça. Après, vous découvrez une opportunité de se faire de l'argent dans l'or, vous le faites, mais quand vous avez un peu d'argent, vous ne pensez pas immédiatement à votre métier de cœur, ou en tout cas le métier dans lequel vous êtes, on va dire, le plus à l'aise. Vous n'investissez pas là-dedans. C'est après un tour en prison que votre altruisme et votre envie de retourner dans ce monde que vous aviez quitté avant revient. La véritable question que moi j'ai envie de me poser, c'est est-ce que finalement, vous n'êtes pas en mode blanchiment? Quand je dis blanchiment, est-ce que vous n'essayez pas de rendre propre de l'argent que vous avez acquis à un moment de votre parcours qui n'était pas, on va dire, catholique, et en même temps, vous faire une nouvelle virginité, une image bien lavée, bien propre du mec qui aide, qui s'investit dans le showbiz, qui aide les jeunes, qui est présent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas finalement ce qu'on est tenté de retenir? Je comprends. Bon, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Je trouve ça intéressant que vous posez la chose. Peut-être que c'est parce que les gens pensent que... J'ai dit, bon, on s'est fait prendre notre or, on a payé tant. Si on avait 1,5 milliard, qu'est-ce qui dit qu'on n'avait pas 5 milliards qui traînaient autour de tout ça? Bon, moi, pas plus tard qu'il y a peut-être 3-4 ans, 3 ans, quand je suis sorti de là-bas, il me restait presque plus rien. Je suis sorti avec... Il me restait un peu d'argent seulement. Un peu. Non, il me restait peut-être 20 millions à peu près. Vous êtes pris sur une affaire. Pendant ce temps, on ne sait pas pendant combien de temps vous avez fait de cette manière-là. Qu'est-ce que vous avez pu mettre de côté? Qu'est-ce que ça vous a rapporté avant qu'on vous prenne? Parce que c'est vrai, 1,5 milliard, c'est beaucoup d'argent. Mais après, c'est 1,5 milliard sur combien de milliards acquis avant de se faire prendre? Tout à fait. Non, en fait, quand on dit on fait des milliards par semaine, là, on ne gagne pas des milliards par semaine. Okay? On a un chiffre d'affaires de milliards par semaine. Il y a une très, très grande nuance. Puis pour les gens qui sont dans le domaine de l'or... question de façon limpide, qu'on comprenne votre question. Si vous avez une question, posez-la. Hein? Non, en fait, moi, ce que je veux comprendre, c'est ce monsieur qui quitte son pays, qui débarque ici. Et après avoir fait ce pourquoi on l'a appelé, le premier truc qui lui vient à l'esprit de faire, c'est voler le pays. Je ne comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui vous pousse en ce moment-là à quitter de la vie d'honnête citoyen qui est dans le showbiz pour devenir un voleur d'or dans notre pays? Bon, premièrement, voleur d'or, c'est faux. Contrebande, c'est pas légal, donc c'est du vol. Je suis d'accord, madame. Sauf que quand j'étais le procureur, quand on a eu notre procès, les gens, je trouvais ça drôle, puis je trouvais ça triste aussi en même temps, puis j'aime pas votre question, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que l'or, on l'achète des orpailleurs, OK? Si ça coûte, 1 kilo coûte 30 millions, moi je donne 30 millions à l'orpailleur, OK? Aujourd'hui, les taxes d'exportation sont 200 000. Je paye mes taxes d'exportation aujourd'hui pour pouvoir correctement. Sauf qu'on n'a pas volé l'or à personne. Par contre, c'est vrai c'est comme si on avait volé l'État. Je suis d'accord. C'est pas comme. Vous avez pillé l'État. Non, non, tout à fait. Ça, je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Puisque l'État, c'est tout le monde.
Je suis d'accord. Quand vous volez Je suis l'État, d'accord. vous volez tout le monde. D'accord. Et puis je pense que ça, c'est tout à fait vrai. Et puis je pense qu'on a remboursé l'État grandement aussi. Que ce soit suffisant, parce qu'on ne bon, sait ça, pas depuis quand vous traitiez, mais ça, on ne sait c'est pas ton opinion combien à vous toi. avez eu. Ça, c'est ton Donc opinion. dire, vous avez donné combien 500, vous avez dit 500 millions ou bien 700 1 milliard 600 Non, 1 millions. milliard 700, c'est ce qu'on avait pris avec lui. Donc ça ne compte même pas. Il dit ce qu'il a donné après, c'est, moi je considère que Non, c'est ça des fait 1 miettes. milliard 600. On a Ça payé 1 milliard couvre 600 rien pour. du tout. C'est tout. C'est ce qu'on a payé, c'est 1 milliard 600. Mais Dans l'or. oui. Ouais, donc ça veut dire que vous continuez toujours à piller l'État. Non, non, tout à fait. Il dit qu'il est Ah, ça- légal, mais maintenant on C'est ne ce que sait je veux- pas. je- Derrière, Allez, on ne sait pas ce qui se hold passe. up. On va pas faire en même temps. C'est Hervé qui pose la question. Ouais, je pose la question, vous êtes toujours dans l'or, vous avez dit oui. Je suis toujours donc, dans cela l'or. veut dire que vous continuez à piller dans l'État parce que vous contournez donc justement Non, c'est les ça failles. que- Est-ce le cas? J'ai arrêté ici le 24 novembre 2014, quand je suis rentré en prison. Je suis sorti le 23 juin. On dit qu'on se souvient toujours de la date qu'on rentre et de la date qu'on sort. Je suis sorti le 23 juin 2015. À partir de début 2016, j'habitais toujours ici, mais on a commencé à exporter l'or en Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de taxe à l'exportation. Il y a 0 taxe. Donc, j'ai fait ça en 2016, 2017, 2018. On était les plus grands exportateurs d'or légal de la Côte d'Ivoire. En 2018, j'ai arrêté mon travail parce que j'étais fatigué de prendre des risques par rapport à ma vie personnelle. Parce que quand on fait ce métier-là, on se promène avec beaucoup d'argent cash toujours. Et puis, je remercie Dieu un peu de m'avoir mis en prison parce que si ce n'était pas la prison qui m'avait arrêté à ce moment-là, parce qu'on était rendu tellement gros que ça aurait été la mort certainement qui m'aurait arrêté parce que se promener avec de l'argent comme ça, c'est pas bien en fait. La question de Midiou et ensuite celle de Imhotep. Je ne veux pas finir. Je pense qu'au sortir de toute cette expérience-là, si l'on veut vous accorder le bénéfice du doute et qu'on se dit M. Gagnon est un homme honnête et aujourd'hui, avec votre nouvelle société, on suppose que c'est pas une nouvelle société, je travaille pour une société. Voilà, vous travaillez pour une société, mais je suppose que vous donnez à l'État ce qui lui revient. Tout à fait. En d'autres termes, est-ce que vous payez... Laissez-moi, est-ce que vous payez l'impôt avec cette société-là? Tout à fait. Tout à fait. Et on peut, si on veut retracer, après l'émission, vous n'avez rien à craindre. Aucun problème avec ça. Voilà, d'accord. Mais ce n'est pas ma société en passant. Moi, je travaille pour une société. Laquelle, si on peut savoir? Bon, je ne suis pas là pour... on peut citer le nom après, il n'y a pas de problème. Mais si c'est légal... Je travaille pour une société, je sais pas... Vous savez, dans le domaine de l'or, c'est la discrétion, honnêtement, puis c'est pour la sécurité de ma femme, mes enfants et tout. D'accord. Je ne vais pas dire où mon bureau est. Si vous voulez acheter de l'or, vous pouvez venir chez nous, je vous invite tous, je n'ai aucun problème. D'accord. Mais je ne vais pas faire ça ici. Voici une belle excuse, hein. C'est pas... Imhotep Bayala. C'est pas bon. D'interroger les valeurs de l'homme. D'accord. J'ai envie de savoir quelles sont les valeurs qui vous ont moulé pour que finalement vous finissez dans les mailles de choses qui ne sont pas commodes à la morale. En fait, je me suis trompé. Honnêtement, je me suis trompé. Donc, vous voulez dire que vous avez été mal éduqué? Je n'ai pas dit ça. Bon, je me suis... tu sais, mon papa était dans des trucs bizarres. Ma maman était malade quand j'avais 12 ans. Je me suis élevé beaucoup toute seule. Est-ce que j'ai été mal éduqué? Bon, je ne sais pas. Faudrait demander à ma famille. Demander à ma famille. Alors, moi, j'ai envie de me demander, au vu de tout cela, tout ce bilan, est-ce que vous vous sentez digne de la nationalité burkinabé que vous avez acquise? Le pays des hommes intègres et de la dignité. Je ne m'avais jamais posé la question, mais je ne vois pas pourquoi que je répondrais négatif à tout ça. Moi, je pense que j'ai commis une erreur. Je le répète toujours. Je fais même la publicité autour de ça. Et puis, je forme les gens pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes trucs que moi je fais. J'invite beaucoup d'investisseurs étrangers à venir investir au Burkina, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, que je les accompagne pour les accueillir et tout. Je pense que je fais ma part en tant que citoyen. Et puis, bon, si je veux, je peux partir, aller habiter où je veux. Patrick, vous avez acquis la nationalité burkinabé en quelle année? 2014, 2013, 14. Avant donc l'épisode de Lamako? Oui, tout à fait. Il y a donc ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Est-ce qu'elle a été mal faite pour que vous ayez cette nationalité? Ouais, non, parce qu'elle a été faite avant. Oui, donc est-ce qu'elle a été mal faite, cette enquête de moralité?
qui débouche sur l'octroi de la nationalité. Ah, ok, oui, je comprends. D'accord. Bon, si elle avait été bien faite, normalement, il devait avoir la nationalité. Je pense que, honnêtement, la journée que je me suis fait proposer les deals en question, d'accord. Ok. Bon, je le répète toujours la même chose, mais je me suis trompé. Ok. C'est pas le même niveau financier, vous allez dire, mais je pense que si un policier qui vient tu donnes 2000 francs au policier, tu contreviens à la loi. Bon, là, c'est un niveau supérieur, je suis d'accord. Même aujourd'hui, j'ai fait la bagarre avec un policier sur la rue qui m'a proposé lui-même de lui donner quelque chose pour le laisser partir. Puis s'il y a quelqu'un à Ouaga qui donne de l'argent au policier aujourd'hui, là, pas au policier, mais à l'État par rapport à la police, là, ça, c'est moi. Parce que moi, il n'y a pas personne qui va... Moi, je ne donne jamais de 2000 à personne qui fait la bagarre avec la question de Agneko, s'il vous plaît. Oui. Vous dites que vous avez des remords et des regrets, mais finalement, vous êtes sorti de prison, vous êtes parti en Côte d'Ivoire et vous êtes allé là-bas parce que les lois étaient plus flexibles, etc. Il n'y avait pas de taxes d'exportation. Donc, ça veut dire que peut-être que vous avez continué à prendre l'or du Burkina en le faisant passer de manière illégale par les frontières et en continuant votre trafic, en fait. Donc, si on ne vous avait pas pris à la frontière, peut-être que vous aurez tout simplement continué. Donc, c'est peut-être une manière de dire oui, je me suis blanchi, etc. Mais est-ce que réellement, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire sincèrement que vous n'êtes plus dans ce trafic et que vous êtes en toute légalité? Aujourd'hui même, là, tantôt j'étais à côté. Le directeur général de la brigade antifraude de l'or, qui est devenu un bon ami, m'a appelé. Il y a des partenaires étrangers qui sont venus le voir pour qu'il lui présente le comptoir de référence au Burkina. Et puis lui-même m'a appelé pour ça. Donc peut-être que vous êtes devenu plus malin. Vous êtes devenu plus malin. Peut-être que maintenant vous avez les bonnes stratégies pour échapper à la loi, en fait. Ah ben il avoue en plus. Hein. Non, je ne pas. Avec beaucoup de recul maintenant, est-ce que au temps du gouvernement de Blaise, si le gouvernement de Blaise continuait toujours, allais-tu perdurer dans ce système-là, ou bien c'est le gouvernement de Roch qui t'a sauvé? Qui m'a sauvé la vie. Sauvé la vie. Si j'avais continué comme j'étais avant, c'est sûr que je serais mort aujourd'hui. Donc tu as été protégé dans le gouvernement de Blaise? Non, tu étais protégé? Bon, pas vraiment. Non, en fait, c'est pas... Parce que le trafic se passait normalement, tu étais protégé. Donc le gouvernement de Roch t'a quand même sauvé? Non. Tout s'est passé entre les deux, mais moi, je cherche pas à... Je demande jamais de l'aide à personne pour rien, premièrement, par rapport à ça. Et puis, de toute façon, par rapport au commerce de l'or, présentement, vous pouvez faire vos recherches si vous voulez. Vous pouvez aller voir qui vous voulez. Je vous invite même à venir avec moi. Mais c'est sûr qu'on est la référence au Burkina sans aucun doute par rapport à ça. Donc, bon, vous pouvez douter de moi. Moi, je suis d'accord que vous doutez. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Venez avec moi, je vous invite, venez avec moi. On va faire le tour ensemble. Et puis, c'est normal que vous vous posez des questions et puis que vous me les posez. Puis que le public soit... Oui, mais en fait, moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est que quand j'organise mon séminaire, là, entre autres, j'essaye de... Les gens, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Les gens, ils ne comprennent pas le fond, de comment on achète l'or, tout ça. Non, au-delà des deals, comment le truc fonctionne en tant que tel jusqu'à l'exportation légale, mais tout le côté illégal aussi, là, je sais comment ça fonctionne, honnêtement. Parce que tous les Burkinabés, tous les opérateurs burkinabés font ça présentement. Aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu 200 kilos d'or exportés légalement du Burkina. Puis sur ces 200 kilos d'or-là, en 2020, on ne travaillait pas trop. On a fait plus que la moitié, nous-mêmes, qui avons fait Hervé, on l'a, et puis on va quitter cette histoire d'or pour basculer peut-être avec le Patrick Gagnon, l'homme du show business. Moi, je suis resté sur ma fin par rapport à ma dernière question sur le blanchiment et puis la nouvelle virginité. J'ai pas eu, vous avez été interrompu, j'ai pas eu de réponse. D'accord. Mais je continue. Moi, quand je vous écoute, votre flegme me laisse tout perplexe. Parce que j'ai l'impression d'avoir devant moi quelqu'un qui dit « J'ai fait une faute, j'ai payé, c'est rien de grave ». Je n'ai pas dit c'est rien de grave. Non, si j'ai dit ça dans ma bouche, non, je n'ai pas dit ça. Je dis que quand je vous écoute... C'est ce que ça laisse penser. C'est ce que ça laisse penser. Vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grave ou de révoltant. Vous dites, je suis allé en prison, j'ai payé une amende, ben c'est fini. Les gars, ben, qu'est-ce que vous avez à me bassiner? C'est l'impression qui se dégage
quand vous parlez de cette affaire-là. Je ne sens pas le remords. Ouais. Mais plus loin, vous avez été pris juste après les troubles de 2014. Ce qui laisse penser que jusque-là, peut-être que vous avez été protégé, soit par des relations que vous avez dans le régime, soit par des gens qui étaient dans le système. Sinon, le timing ne laisse pas indifférent. Parce que dès que le régime bascule, vous êtes pris. Après, est-ce que vous êtes pris parce que vous êtes un blanc? Ou bien, il y a eu un règlement de compte? Parce que comme vous le dites, vous n'êtes pas seul. Vous n'étiez pas le seul à faire ça. Vous aviez dit même... émissaire. Voilà. Est-ce que vous étiez un bouc émissaire ou des collègues qui sont dans ce travail-là ont essayé de régler des comptes? Parce que vous-même, vous le dites, tout le monde le faisait. J'ai même envie de vous conseiller à la brigade de recherche ou de fraude de l'or pour que vous soyez consultant. Je comprends. Bon, vous voyez, il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois, il y a un Burkinabé de Bobo qui s'est fait prendre avec 61 kilos d'or en train de l'exporter illégalement. Il n'y a personne qui a parlé de tout ça. C'est un truc, si tu compares la valeur de l'or d'aujourd'hui avec il y a 2014, ça vaut presque 35% de plus que présentement. Et puis on n'a pas parlé. Bon, est-ce que, histoire de blanc, tout ça, bon, moi, j'aime pas ça dire, bon, lui est blanc, lui est pas blanc. Moi, je considère tout le monde là, de la même façon. Donc, je pense que... je pense qu'il y a une faute qui était importante. Et puis, effectivement, le régime est parti. Et puis, je pense qu'ils ont corrigé plein de choses depuis, que ce soit dans ce domaine-là que dans d'autres domaines. Puis bon, moi, j'ai été un peu le premier qui a été interpellé par rapport à tout ça. Puis quand on a terminé, je pense en 2016, il y a une commission parlementaire pour faire la réforme de tout ce qui est petites mines et tout ça. Puis moi, j'ai participé à tous les trucs qui s'est passé parce que, bon, moi, j'étais dedans. J'ai eu un problème. C'est difficile pour les gens qui font l'exportation illégale d'aller voir le ministre aujourd'hui, s'asseoir puis dire « Ah, moi, je veux faire telle chose » quand lui-même, assis dans son siège, est en train de le faire. Moi, je suis la seule personne qui est assise, qui dit qu'il ne le fait plus. Pour boucler ça, est-ce que Patrick, voilà. quand on regarde tout ce que vous faites en ce moment avec les jeunes, dans l'entrepreneuriat et même dans le milieu culturel, est-ce que c'est une façon pour vous de payer vos fautes? Non, je vois pas ça comme ça, honnêtement. Je vois pas ça comme ça. Je fais le domaine culturel, je le fais par plaisir, parce que j'avais envie de le faire. Avez-vous le sentiment d'avoir payé par rapport à tout ce que vous avez fait? Bon, moi, je pense que j'ai fait 7 mois de prison, j'ai payé ma dette, j'ai payé financièrement, j'ai payé de ma vie aussi en étant là-bas. Oui. Et puis, je pense que c'est important aussi de pouvoir donner la chance dans la société aux gens qui sortent de la MACO de pouvoir se refaire aussi une vie après. Puis bon, il y a un organisme qui s'appelle SOS Pénitencier qui s'occupe justement de faire ça, que j'ai invité à participer à ma conférence. Je pense pas que... C'est normal que vous me posiez ces questions-là, hein, mais de toujours taper sur la personne, parce que, bon, moi, je suis un peu plus public, mais les autres, quand ils sont dans les quartiers et tout, ils se font taper. Moi, lui, il était à la MACO, faut se cacher de lui. Oh, lui, c'est un escroc, lui. Bon, je pense que les gens ont fait des erreurs, et puis après ça, ce qui est important, c'est d'apprendre de nos erreurs, et puis de ne pas les commettre 2 fois. Donc, si on me retrouve à la MACO la semaine prochaine parce que j'ai fait de l'exportation d'or illégale, en tout cas, vous allez avoir tous raison, mais je peux vous garantir que ça ne va pas arriver. Par contre, quand on est dans les affaires, il faut aussi savoir que, bon, des fois, moi, je trouve que... J'ai un ami, en commun avec Hervé d'ailleurs, qui m'a dit, Patrick, quand tu es dans les affaires puis tu brasses beaucoup d'argent, tu as toujours un pied en prison et un pied de l'autre côté. Mais s'il y a quelqu'un qui fait attention, en date d'aujourd'hui, à qu'est-ce qu'il fait et à quel mot qu'il utilise et à quelle chose, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un plus que moi qui fait attention. Et puis, ça me coupe beaucoup de business. Vous êtes beaucoup prudent maintenant? Oui, beaucoup. Loyal et vous respectez les règles. M'as-tu vu quand même, hein? Pardon? Même m'as-tu vu maintenant, c'est toi, hein? Tout le monde, tu mets ton image en avant maintenant. Oui, parce que j'avais ma conférence avant. Mais bien avant, tu le fais déjà, même bien avant, tu le faisais. Donc, je le fais avec ma femme. Tu veux plutôt embellir ton image. Si ça l'embellit mon image, est-ce que... Oui,
Peut-être, mais ce n'était pas l'objectif, honnêtement. C'est pas l'objectif. Salif Akeman avait une question sur le show business. C'est plus facile de me rester caché dans mon coin, Hervé, honnêtement, que de se mettre devant tout le monde. Puis, peut-être que vous aimez la lumière. Et si vous aimez la lumière, vous voulez qu'on la projette sur vous. Mais bon, je ne cherche pas ça à tout prix. Après, ça n'a rien de péjoratif pour quelqu'un qui vient du show business. Showbiz is bling bling, quelque part. Oui, après, bon, nous, on est plus derrière. Tu comprends? Habituellement, on est plus derrière. D'accord, mais vous, on vous sent de plus en plus impliqué dans le milieu du show business. J'ai même entendu quelque part que vous disiez que vous allez révolutionner ce milieu-là. Ah bon? T'as entendu ça où? Ou c'est toi qui... Non, mais je l'ai entendu quelque part. Bon, après, c'est peut-être quelqu'un qui a dit ça que... Bon, parce que... Oui, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément moi. Vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas. Maintenant, la question c'est... Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté à ce milieu-là, que ce milieu-là n'a pas déjà? Bon, moi, mon objectif, initialement, c'était de rentrer... c'était le concert de Hamzy, honnêtement. Et puis, j'ai absolument aucun projet en date d'aujourd'hui. J'ai aucun autre projet relié au show business. Je me fais proposer des dizaines, si ce n'est pas des centaines de projets. J'ai dit à tout le monde, il faut me contacter après le concert de Hamzy, mais je n'ai pas l'intention. On a travaillé pendant 3 mois, 4 mois avec le concert de Hamzy. On a gagné un peu pour payer le carburant seulement. Et puis, on aurait pu gagner plus. Bon, malheureusement, on a gagné un peu. C'est correct. Sur ce concert, quelle a été votre touche spéciale? Bon, ma touche spéciale, c'était... Bon, il y avait un côté financier, c'est vrai. Après ça, il y avait, bon, je donne un exemple, la scène centrale, bon, ça, c'était mon idée, tu comprends? Mais bon, c'est pas, lui, il y a plus d'idées ou il y a moins d'idées, là, c'est un travail d'équipe ensemble. Mais au-delà de tout ça, c'est, bon, l'équipe de Tidiane a apporté certains partenaires dedans, moi, j'ai apporté certains partenaires avec mes relations, puis c'est un travail d'équipe, au travers des relations qu'on a mis ensemble, pour que ça puisse fonctionner avec les idées, avec la direction marketing, la direction artistique. Bon, moi, j'étais moins du côté artistique, par contre. Quand tu étais venu dans mon bureau, je t'avais promis que je devais te poser cette question. Et moi, j'étais surpris quand tu me l'avais dit. Tu m'as dit non, après le concert de Hamzy, de te reposer cette question. Tu m'as dit au bureau qu'après le concert de Hamzy, tu vas arrêter le showbiz. C'est vrai. Maintenant, est-ce le cas? C'est probablement le cas, oui. C'est probablement le cas. C'est la fin? Bon, j'ai pas... En fait, le concert de Hamzy, c'est comme le summum qu'il y a eu présentement. D'accord. Je vois pas, à moins que le commandant m'appelle et me dit qu'il veut faire le stade du Catout avec Flobby, puis bon, peut-être que ça m'intéresserait. Mais les petits projets m'intéressent pas trop. En fait, tu veux dire que tu ne vas pas faire la même chose. Tu veux faire quelque chose, un cran au-dessus. S'il y avait quelque chose qui m'était proposé, ça pourrait peut-être m'intéresser, mais honnêtement, c'est vrai que je t'avais parlé de ça. Je voulais annoncer ma retraite du show business aujourd'hui. C'était mon plan. Et puis, mais je reste ouvert. En fait, je reste ouvert parce que, tu sais, il y a pas un boxeur, là, mais Conor McGregor, un gars qui fait des arts martiaux mixtes, il a annoncé sa retraite 3 fois. Et puis, à toutes les fois, il revient. Bon, moi, je dis, bon, ça, c'est trop... Bon, Patrick, on comprend. Moi, je reste ouvert. Je reste ouvert aux propositions. Ce domaine est toujours tentant. On fait toujours ça, un faux départ. J'ai fait ça souvent, donc j'aime Alors, c'est un prétexte pour nous, hein, quand on rentre dans ce concert de Hamzy, d'ouvrir une grande parenthèse maintenant pour ce qui a été vécu comme un grand exploit ici dans notre pays de Burkina Faso, avec un artiste qui, pour la première fois, s'essaie dans cette salle-là. Elle n'est pas faite pour les spectacles de musique, mais elle a été domptée spécialement pour que beaucoup de mélomanes repartent avec du bonheur. Aujourd'hui, après avoir fait cette date, j'ai juste passé un coup de fil au staff. Je dis, il faut que Hamzy vienne au Grand Café pour qu'on célèbre ici ce qui a été fait de joli, ce qui a été fait de beau. Mais à ses côtés aussi, pendant qu'il lui faisait le Palais des Sports, il y a un autre garçon du côté de la ville de Sia qui est en train d'écrire une belle histoire. Et pour ne m'arrêter que sur ces deux-là seulement, ça a été un fait marquant. On a voulu ouvrir donc cette grande parenthèse pour recevoir ces deux artistes. Je voudrais demander la complicité de la régie avec M. Alain Courciol pour quand même un fond sonore qui va les accompagner. Je vous ai demandé qu'on applaudisse très fort d'abord
pour celui qui a marqué les esprits à Ouagadougou. Voici Amzi. Et celui qui a fait plus de 300 km pour nous rejoindre pour qu'on parle ensemble de ce qu'il a fait de plus joli à Bobo Dioulasso, Fight Baby. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Bienvenue les amis, bienvenue Amzi, merci. Bienvenue David. Merci. Comment va? Ouais, je vais très bien. D'accord. Amzi, alors ici, tu étais au Grand Café et on t'avait posé la question de savoir est-ce que le cœur bat la chamade, est-ce qu'on était serein, ainsi de suite, tu nous as dit oui. Mais sincèrement, ce jour-là, quand Daouda Sané a pris le micro pour égrener ton nom, et quand tu as été projeté dans cette scène-là, qu'est-ce qui s'est passé au fond de toi? Sincèrement, je suis sorti et j'étais comme aveugle, je ne voyais plus rien. Je voyais des lumières et je voyais juste de l'éclairage, la lumière. Et je pense que quand c'est de la lumière, c'est un bon signe. Ouais. Et je me sentais quand même fort. Ouais. Quand même. Et ça a commencé par quelle chanson? Majesphobie. D'accord. Maman, regarde ton fils. Yeah. Alors là, je suis parlé à ta mère. Là. Elle te voyait ce jour-là, dans cette salle-là. Ton fils qui a commencé tout petit. Ta première scène pour la première fois, c'était où? Ma première scène pour la première fois, c'était au Rimdogo. Ouais. Et là, en ce moment, est-ce qu'on ne demande même pas pardon pour jouer, quoi? Ouais. Vraiment. Ouais. On se fait tout petit parce que personne ne vous connaît au bataillon. Vous venez pour la première fois, il n'y a que les gens du quartier qui vous connaissent. Et puis on dit, voilà, c'est Amzi, on veut faire une chanson. Et là, on l'a fait. Et quand on part de cette première fois à celle du 15 mai, on se dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? On se dit tout simplement, ça y est, on a fait du chemin. Ouais. On a fait du chemin. Mais il y a encore du chemin. Sincèrement, cher ami, quand tu es rentré chez toi ce soir-là, tu as dormi à quelle heure? J'ai dormi à 5 heures. Déjà, je me suis rentré à 5 heures, donc j'ai dormi vers 6 heures comme ça. Waouh. Est-ce que tu as bien dormi? Non, pas vraiment. Parce que les images défilaient. Oui, les images défilaient. J'étais vraiment content. Ouais. J'étais très, très fier de moi. Et j'avais aussi une pression qui me parlait de l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que tu dois faire encore maintenant?
C'est vrai, c'est la grande question. C'est ça qui fait plus peur. Quand on fait ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Yeah. Ouais. Alors, les plus beaux compliments que tu as reçus au téléphone, c'était qui? C'était de ma mère. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a juste dit, je suis fier de toi. Ouais. Nous aussi, on est fiers de toi. Et ce jour-là, le public aussi, tu leur dois un petit cachet quand même, parce qu'on a l'impression que tu n'as pas chanté seul. Ils ont chanté pour toi, ils ont chanté avec toi. Ouais. Et ça fait vraiment beaucoup plaisir. Ça fait chaud au cœur de savoir que tu as resté peut-être dans le noir dans ta chambre avec une lampe, un truc, écrit quelque chose et des milliers de personnes chantent avec toi. Ouais. Je ne sais pas comment expliquer comment on se sent en ce moment-là. Ouais. Quand on fait ce genre de concert, il y a une chanson avec laquelle on a l'impression qu'on n'est plus sur terre là. Et c'était laquelle ce jour-là? C'était bien Waloki. Ouais, avec Greg. Avec Greg, ouais. Ouais, ça c'était quelque chose de formidable. Salif Akeman, quand même poser des questions à ce garçon, parce que ce qu'il a vécu est tout à fait extraordinaire. Ouais, en fait, c'est pour quelqu'un qui a un seul album, un album qui n'a pas un an, c'est un exploit extraordinaire. Parce que les grandes salles ont été remplies dans le pays-là, mais par des artistes qui avaient déjà un chemin ou qui étaient au milieu du chemin. Mais lui, il le fait au début du chemin. Et j'ai eu la même peur que lui. Qu'est-ce que je vais faire après pour rester sur ce nuage-là? Parce que c'est ça le grand défi. Et moi, je pense qu'il est bien entouré. Une prod qui voit loin et qui n'a pas hésité à associer plein de personnes à ce concert-là. Pour moi, ce n'est même pas une question, c'est des félicitations, mais c'est une invite à garder la tête froide, parce que ceci, pour ma part, n'est qu'une victoire d'étape. Ouais, une victoire d'étape. Yeah. Chapeau. Hervé, on l'a. Oui, moi j'étais au spectacle, tout studieux, j'observais. Moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé et que j'observais avec beaucoup de rigueur, c'était son rendu. Pour moi, j'ai même fait un post là-dessus, avec toute cette pléiade d'acteurs du showbiz autour de Hamzy, même si c'était un autre artiste. C'est vrai que Hamzy, c'est l'artiste de l'année, moi je ne le dis pas, mais avec la volonté de tous les acteurs du showbiz, pour moi, la salle pleine, ça ne me surprend pas. Ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus le rendu de son spectacle, d'où ma question. Est-ce que son spectacle, le premier du genre, bien fait, en live, est-ce que lui, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il a ressenti qu'il a bien rendu son spectacle avec ses musiciens? Oui, donne-nous ta copie, hein, si c'était toi qui devais corriger cette copie-là sur 20. Je me donnerai 15 sur 20. 15 sur 20, c'est une belle note, cher ami. Alors, tu as compris la question de Hervé, on l'a? Oui, j'ai compris bien. Je pense que c'était pas vraiment parfait. Ouais. Il y a encore des trucs à revoir, mais il y a satisfaction quand même. Ouais. On peut saluer aussi ton orchestre, hein. Les musiciens, ils étaient vraiment à la hauteur, ils nous ont envoyé du son. Aniko. Merci. Moi, personnellement, la chanson que je préfère chez toi, c'est Bienvenue à Ouaga. Vraiment, c'est une chanson que je trouve qui illustre parfaitement le paysage ouagalais. Et je vois même les enfants de 5 ans, j'ai mon fils de 5 ans qui chante vraiment toutes tes chansons. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que tu puisses ton inspiration? Est-ce que tu as dans ta famille aussi des musiciens? Comment est-ce que tu fais pour être aussi mélodieux et aussi proche en fait, de la réalité dans tes textes? Franchement dit, c'est une question que je ne sais pas vraiment répondre. Je ne sais pas vraiment d'où est-ce que l'inspiration vient. Ça arrive comme ça, souvent. Je le vais, mais spécialement Bienvenue à Ouaga. Je me suis vraiment inspiré de Ouaga. C'est venu un soir où j'étais assis, c'était autour de 22h, et je voyais un taxi-moto passer avec un bruit. Et en même temps, il y avait des enfants qui faisaient des wheelings. Et quelqu'un a dit, ah, c'est tout ça Ouaga, hein. C'est de là que l'inspiration vient. L'inspiration des grands artistes. Ça se chope aussi à la virgule près, à la seconde près, par une image. Et quelqu'un a fait un échange avec moi. J'ai trouvé cet échange pertinent. Est-ce que le maire de Ouagadougou vous a approché pour cette chanson? Parce que ça pourrait être l'hymne de la ville de Ouagadougou. Moi, sincèrement, c'est une sorte de plaidoyer que je fais au niveau de la mairie. Appeler ce garçon
et puis ayez un accord avec lui. Parce que c'est beau cette façon de chanter Ouagadougou, cette façon de vendre Ouagadougou, cette façon d'amener Ouagadougou sur le marché du tourisme. Et j'espère qu'on va t'appeler et tu viendras partager ici les dividendes. Monsieur le maire, vous attendez? Alors. Oui, moi je lui tire un parfait chapeau, mais ce qui m'a davantage beaucoup plus touché, c'est le sens de l'humilité qui amène à se dire que je ne tombe pas de nulle part, le rap a commencé, il y a des dévanciers, et là on voyait un grand hommage rendu à ces gens-là, mais en plus ils ont travaillé à ce qu'ils soient présents, et il les fait monter sur scène. Comment on gagne toutes ces idées? D'où vient l'idée à un moment donné de se dire, écoute, c'est vrai, j'ai le vent en poupe, mais quand même, j'ai le devoir de dire merci aux aînés et surtout de les avoir à côté. Comment tout cela arrive? Déjà, personnellement, je ne pense pas que c'est de l'humilité. Je pense que c'est un devoir. Celui qui veut avancer doit penser à ça. Okay. Parce que c'est ces gens qui t'aident et qui t'empêchent de rentrer en bourse. Parce qu'ils ont vu ce que tu n'as pas encore vu et pourraient t'éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. Et je pense que c'est juste être malin de les associer à ça. Et je ne réfléchis pas tout seul, j'ai tout un staff et je pense que tout ça, ça vient de l'équipe que j'ai. Ça vient de l'équipe. Et alors, on sait qu'il y a eu un petit clash entre toi et Smarty. Et pendant la communication, sur cet événement-là, vous avez, comme on appelle, fumé le calumet de la paix et vous avez passé l'éponge. Est-ce que tout ça était dans l'idée de la communication pour soigner ton image ou c'était une vraie paix? Moi, je pense que pour moi, c'était une vraie paix. D'accord. Parce que personnellement, je me sentais mal de voir quelqu'un qui t'a aidé un jour et aujourd'hui c'est devenu comme ça et je me sentais mal personnellement. Je veux qu'on applaudisse ce garçon. Parce que Amzi dit quelque chose qui est joli, ce qu'ils ont vu, tu ne l'as pas encore vu. Et c'est vrai sur tous les plans. Parce que quand vous prenez Smarty, les premiers à faire une grosse salle au Burkina Faso, c'est Yélène. Parce que quand tu prends le stade municipal, c'est peut-être 2 fois ou 3 fois plus que le public qui est venu voir Amzi. Quand vous prenez l'artiste Floby, c'est pareil. Là, c'est au stade du 4 août. Donc, comme quelqu'un a dit, si on salue ce que tu as fait aujourd'hui, c'est joli parce qu'avec un album, quand on fait ça déjà, ça augure des lendemains meilleurs. Et donc, le meilleur reste à venir. C'est pour cela qu'il faut rester, Zen et Salif l'avaient dit, restons en équilibre. Voilà, à ne pas penser qu'on a déjà touché le plafond. On est sur le chemin. Et je voudrais encore une dernière fois qu'on t'applaudisse très fort. Et, bien sûr, avec Montréal, on va voir des coupures. Déjà, dans l'arrière-fond là, on voit ce qui est là est magnifique. Tout le monde a parlé de toi, tous les médias ont parlé de toi. Au-delà même du Burkina, on a vu des médias internationaux qui ont parlé de toi et ça, c'est tout le mal qu'on te souhaite, cher ami. Alors, à ta gauche, à ma gauche, on a quelqu'un qui est aussi un ami, un frère à toi. Et moi, j'étais curieux. Hein. On m'a parlé d'un certain Fighty Baby à Bobo Dioulasso. Je vais faire ma recherche sur YouTube. Je tombe sur un featuring. Alors là, j'ai admiré. J'ai kiffé, comme on dit dans votre jargon. Et pour moi, quand on dit Bobo Dioulasso, c'est Barak la voix d'or. Et lui, je ne le connaissais pas. Et j'ai appris à le connaître en l'espace d'une semaine. Et j'avoue que c'est une grande découverte pour moi. Les amis, je voudrais qu'on applaudisse à tout rompre ce monsieur venu de Bobo. Cher ami, bienvenue au Grand Café. Merci, merci. Voilà. À l'état civil, comment on vous appelle? En état civil, c'est Kwanda Abdoulaye Faisal. Voilà, c'est ce que je me suis dit. On dit que c'est un petit Mossi d'ici, qui s'est retrouvé de l'autre côté de l'Ouest et qui manie le Bamana à souhait. Et c'est ce qui est joli chez nous en Afrique. On peut être de Tinkodogo et se retrouver à Réau. Voilà, et on se comprend. C'est un défi que tu t'es lancé avec ton équipe. Sincèrement, quand j'ai vu l'annonce, je me dis, mais il vient d'où cet inconnu? Il est un peu fou quand même. Et je vois à partir de 20h,
Il y a un poste du comité d'organisation, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est Diakité qui a mis, nous, on a fini notre mise en scène. Il reste au public de faire sa part. Et là, pendant que je suis dans l'euphorie du concert de Hamzi, je vais encore faire des recherches, et je vois le public est là. Je dis, mais c'est des magiciens des bobolènes. Je veux qu'on applaudisse Bobo Dioulasso encore. Ouais. Alors, cher ami, c'était ton défi. Dis-moi les choses correctement. Quand on est dans les coulisses et le manager vient vous dire que c'est maintenant que tu dois monter sur scène pour chanter, est-ce que la question qu'on pose, en Djoula on dit quoi? Morobé. Morobé. Ouais. On dit est-ce que Djama Bora? Djama Bora, voilà, c'est ça. T'as posé la question. Ouais. Et puis le gars il te dit quoi? Il m'a juste dit félicitations mon frère. Wow. Félicitations, tu as fait vraiment du boulot. Waouh! Avant d'avoir chanté d'ailleurs, avant de voir le public. Et ça commence par quelle chanson quand tu sors? C'est Naba. Naba. Petite Naba. D'accord. Voilà. Ah, le Naba. Ben, moi je sais que vous, on est tous curieux. Hein. Un petit acapella de Naba, on va entendre ça un peu. Ambe vigetola ayawoto, anga kobe gengsa ayawoto, ube aundefle uyayawoto, kuga kouga uyayawoto, nayo, rapper ubega naba iya. Nayo, rapper ubega naba iya. Ah ouais, c'est le Naba de tous les rappeurs. Ah ouais. Cher ami, si tu continues à lancer ce défi, on va faire un ring, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, et on va rentrer dans les clashs et nous on aime ça. Ouais, les rappeurs, ils ont cet égo trip là, qui va dans la provocation, mais elle est saine. Voilà, c'est pour que chacun démontre de quoi il est capable. Alors, et tu l'as fait, et les compliments sont venus de partout. Est-ce que le défi à venir, c'est quand même pas Ouagadougou? Est-ce que vous avez pensé à ça? C'est pas venu de Ouagadougou. Non. Est-ce que le prochain défi, ça ne serait pas Ouagadougou? Oui, c'est parce qu'on est là, on veut faire tournée nationale. D'accord. Voilà, donc je suis en train de causer avec mon staff. D'accord. Voilà, on veut faire un concert à Ouaga ici. D'accord. Voilà. Je voudrais qu'on applaudisse quelqu'un qui va venir ici prendre le micro. Il s'appelle Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, prenez le micro. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour. Oui, vous restez là. Okay. Alors, Monsieur Diakité est producteur. Ok, oui. Agent d'artiste. Et ouais. Votre label de production s'appelle comment? Le label de production, c'est DDK Prod. D'accord. Moi, je vous ai connu au travers de 2 éditions du Marley d'Or. Ouais. Et à chaque fois, vous venez rafler les prix et vous partez à Bobo Dioulasso. Effectivement. Alors, quels sont les artistes de votre écurie? Bon, les artistes de l'écurie DDK Prod, vous avez la Coqueluche Salized, vous avez Jelly Karim, okay. Vous avez Jesby, vous avez Penda, et vous avez les tout petits qu'on a pris au niveau de Fitini Show, le groupe Fitini Star. Ok. Voilà. Et vous êtes embarqué dans cette aventure avec ce garçon parce que vous avez trouvé le projet très intéressant? Oui, effectivement. Un jour, moi, j'étais en répétition au niveau du musée de la musique. Ouais. Et puis, j'ai reçu un coup de fil du manager de Fighty, à savoir OPP, voilà, qui disait qu'il souhaitait me rencontrer. Donc, je lui ai donné ma position. Effectivement, il est arrivé. Ouais. Il dit, voilà, nous, on veut faire quelque chose de grand. Ouais. On veut s'attaquer au stade Obi. Ouais. Et puis, on veut le faire avec vous. Ouais. J'ai dit, bon, il dit, et ils n'ont pas de structure proprement parlant, c'est juste une team qu'ils ont mis en place qui s'appelle la Team Baby. Ouais. Maintenant, ils voulaient que ma structure DDK Prod porte le projet. Okay. Voilà, pour essayer de chercher les partenaires, chercher les financements. Et ce qu'ils m'ont dit, il dit, en retour, nous allons te donner un pourcentage de tous les financements. C'est le business, c'est le business. C'était ce qu'ils m'ont proposé ces jours. Donc, quand j'ai vu le projet, il était assez grand et c'était phénoménal parce que c'était historique pour la ville de Bobo. On ne l'avait jamais vu auparavant. Bon, automatiquement, moi, j'ai dit non. Bon, tout ce que vous dites là, faut laisser, on va aller ensemble.
voilà, on va s'attaquer au projet. Il faut déjà, parce qu'il faut noter que son manager, c'est un étudiant. Je dis, bon, tu écris déjà le projet comme vous le concevez. Et puis maintenant, après, tu m'envoies sur WhatsApp. Voilà, moi, je vais essayer aussi d'apporter des suggestions. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Il a envoyé le projet. Et on a essayé de faire un toilettage. Et à partir de là, les demandes ont commencé à sortir parce que c'est une affaire qui a commencé 6 mois avant. Voilà, mais ce qui était bien, c'est que depuis 6 mois, ils avaient leur date. Ils ont calé pour cette date et ça n'a jamais changé. Et jusqu'à vraiment... Jusqu'à la finalisation. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, on a l'impression que Bobo Dioulasso vit en vase clos. Les artistes de là-bas émergent qu'à Bobo Dioulasso. Ils font le tour à la ronde. Mais se projeter sur Ouagadougou est un exercice difficile. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, c'est vrai que les artistes, en tout cas au niveau de Bobo, le talent, ça ne ment pas, il y en a, effectivement. Mais il y a toujours effectivement ce problème qui fait que ça n'arrive pas effectivement à prendre du côté de Ouagadougou. Voilà, sinon, il faut reconnaître quand même que ces artistes, par exemple, Faïti, bien avant ce concert, est venu quand même à Ouaga sur plusieurs événements. Voilà, il faisait partie même du compartiment d'artistes bobolais qui était là sur la première édition des Festibro. Voilà, quand même, c'est des artistes qui viennent, ils passent même à des émissions télé et tout ça. Bon, mais malgré ça, on sent toujours, voilà, parce que on a vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent mais c'est Faïti, c'est la première fois que nous on entend parler de lui. Alors que quand même il est aujourd'hui à 2 albums et plusieurs singles. Et avant ces 2 albums, il était également membre d'un groupe, Feelingy Gang, qui a fait quand même les beaux jours à Bobo et tout et tout. Peut-être que pour vous faire connaître, il faut faire le stade, quoi. À chaque fois que vous faites le stade, nous on parle de vous à Ouagadougou. Oui, effectivement, peut-être qu'il va falloir aller dans ce sens. En tout cas, on a vu qu'avec le stade, tout Ouaga parle de Faïti Baby. Maintenant, les gens l'ont connu. C'est pour ça même que le Grand Café l'invite pour la première fois. Donc, vous voyez. Donc, on va faire le stade. Diakité, sincèrement, je demande à ce que ce garçon vienne à Ouagadougou pour cette émission et je demande à ce que tu viennes personnellement. C'est aussi pour saluer tout l'enthousiasme que tu mets dans la musique, dans la culture et tout ce que tu portes comme projet avec envie, avec passion. Et ça, c'est joli. Parce que pour ceux qui sont dans la capitale, ce n'est pas aisé. Ne parlons pas d'une ville comme Bobo où, en termes de finances et de sponsoring, ce n'est pas évident. Et si vous le faites souvent au forceps. Et c'est des résultats comme ça qui font qu'on se dit il faut mettre des projecteurs sur vous. Maintenant, parlons de la relation Amzi et Fight. On va applaudir Diakité qui va rester dans les coulisses et qui va nous regarder. Merci beaucoup. Voilà. Amzi, la connexion s'est faite comment? Moi, je connaissais déjà le groupe Feeling. D'accord. Tout le groupe, je connaissais, mais lui solo, je ne l'avais pas vu. Mais je le connaissais personnellement dans le groupe. D'accord. Mais qui appelle qui? C'est lui. Qui t'appelle? C'était lors de... Bon, il avait déjà vu mon manager, son staff avait déjà vu mon manager. Il m'avait parlé d'un artiste bobolais. Mais je vais être sincère, je n'avais pas vraiment pris ça comme un truc. Maintenant, quand j'arrive à Bobo, je le vois sur scène. J'ai dit, mais attends, c'est lui? Et puis ils ont dit oui. J'ai dit non. Donc, on va le faire. On va le faire. Parce que c'est comme ça, hein. Au début, quand on vous contacte, c'est vous qui êtes célèbre d'abord. Voilà, c'est genre, il y a un peu de réserve, quoi. Je ne sais pas qui c'est. Et puis après, vous arrivez, il est devant le public, vous dites ouais, on va le faire. Donc, c'est comme ça. Cher ami, Amzi, pourquoi c'est Amzi que tu choisis? Oui, j'ai choisi Amzi parce que j'ai vu à Ouaga, ici, partout dans le Burkina. Il a fait Bienvenue à Ouaga. J'ai beaucoup aimé Wallogue aussi avec Grec. J'ai beaucoup aimé. Il cartonne partout. J'ai dit pourquoi pas, on va collaborer ensemble parce que c'est très très important. Il peut me faire connaître à Ouaga ici. Moi aussi, je veux faire connaître à Bobo ici. Donc c'est ça, on a causé. Et puis c'est joli ce que vous avez fait. Comme ça. Mais vous avez tellement eu de ce pays-là, tellement d'apports financiers. Je pense que pour vous rattraper, cette conférence-là aurait pu être gratuite pour tous ces jeunes-là qui, selon vous, s'identifient à votre personne, s'identifient à votre parcours. Donc moi, je pense que la moindre des choses aurait été que cette conférence-là soit gratuite. J'aurais appris qu'au jour d'aujourd'hui, votre fortune s'estime à 1 milliard de francs CFA, ou même plus. Ça, c'est un gros mensonge. Mensonge? C'est plus que 1 milliard alors? Vérité ou mensonge? Je dis mensonge. Ok. Je dis mensonge? Oh,
Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.